Midi Info sur Al24 News, bienvenue pour cette édition. Voici les titres du journal. À la veille du sommet de la Ligue des États arabes à Jeddah en Arabie Saoudite, passation de témoins entre Alger et Riyad et avec la présence du président syrien Bachar el-Assad, une première depuis 13 ans. Dans le sillage de la commémoration de la Nakba, la diplomatie palestinienne dénonce la loi de désengagement vis-à-vis de la question palestinienne. Réunion du G7 au Japon. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida arrive à Hiroshima, ville emblématique pour un sommet qui survient dans un contexte international particulier. Coupe du Monde 2026, Gianni Infantino plaide pour un système de cluster au profit des sélections qui participent à la phase finale. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. On entame cette édition par l'actualité régionale marquée par le sommet de la Ligue des États arabes à Jeddah en Arabie Saoudite. La passation de la présidence tournante de la Ligue des États arabes par l'Algérie et l'Arabie Saoudite lors de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères a été effectuée. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a remis la présidence au niveau des ministres des Affaires étrangères à son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud. Je vous propose d'écouter l'allocution de Ahmed Attaf. Et maintenant, j'aimerais, si vous me le permettez, inviter mon frère, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdallah Al Saoud, ministre des Affaires étrangères du Royaume frère d'Arabie Saoudite, afin qu'il prenne la présidence du Conseil, avec mes souhaits pour lui de plein succès et de réussite dans l'exercice de sa mission. Je voudrais également lui traduire dans ce sillage notre soutien total à la présidence saoudienne, ainsi que notre pleine conscience qu'elle constituera une étape importante dans la concrétisation des bases de l'entente et de l'unité au service de notre projet collectif, qui est par excellence un projet de civilisation. Le ministre algérien des Affaires étrangères est également revenu sur la cause palestinienne, plus précisément sur les efforts de l'Algérie ayant permis la réconciliation des organisations palestiniennes cristallisées par la déclaration d'Alger. Il a par ailleurs fait un constat sur la situation de violation des droits en Palestine occupée et sur les impératifs imposés à l'action arabe commune afin de faire face à cette situation. J'aborde maintenant les développements inhérents à notre cause centrale, la cause palestinienne. Ce que vivent nos frères palestiniens, confrontés aux pratiques et aux violations criminelles planifiées et perpétrées par le régime d'occupation contre nos frères à El-Quds et en Cisjordanie occupée, ainsi que dans la bande de Gaza sous blocus, en plus du blocage du processus de paix au Proche et au Moyen-Orient. Toutes ces choses, en plus de ce qu'elles attisent dans nos esprits, nous impliquent dans la multiplication des efforts afin de pouvoir imposer le respect des droits du peuple palestinien, avec à leur tête son droit d'édifier son propre État indépendant, avec pour capitale Al-Quds al-Sharif. À noter que le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboulghait. Les deux hommes ont passé en revue la situation dans le monde arabe. Ahmed Attaf a également évoqué la dégradation dangereuse de la situation sécuritaire au Soudan et ses différentes implications. Il est revenu sur les démarches prises par le président algérien Abdelmadjid Tebboune afin d'élaborer une initiative multilatérale permettant le lancement d'un processus politique de résolution de cette crise. La dégradation dangereuse de la situation au Soudan, frère, constitue avec ses implications et ses conséquences sécuritaires, politiques et stratégiques une source de grande préoccupation pour nous. Et devant cette situation, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de président du sommet arabe, a multiplié les démarches
auprès de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union africaine et de l'IGAD afin de cristalliser une initiative commune garantissant la cessation des hostilités et la préservation des vies, ainsi que le lancement d'un processus politique global permettant de résoudre cette crise. Et c'est officiel, le président syrien Bachar al-Assad sera présent à cette 32e session du sommet de la Ligue arabe en Arabie Saoudite. Une présence qui marque le grand retour de la Syrie sur la scène internationale arabe après plus de 10 ans d'absence. Pour rappel, l'organisation panarabe a réintégré le 7 mai dernier le pays qui en avait été exclu fin 2011. Dossier sahraoui, le Maroc poursuit sa politique d'expulsion arbitraire dont l'objectif est de faire taire les informations faisant état aux violations des droits de l'homme. Les autorités marocaines ont expulsé Roberto Cantoni, chercheur et académicien à l'université de Barcelone, après son arrivée dans la ville occupée de Laayoune, où il devait enquêter sur les implications du Merzen dans l'utilisation illégale des énergies renouvelables du Sahara occidental. Mon intérêt était d'expliquer et d'enquêter sur la colonisation marocaine des terres, mais aussi l'exploitation illégale des ressources naturelles sahraouies. Comme nous le savons tous, c'est évident que les autorités marocaines empêchent les investigateurs et les journalistes d'enquêter sur la situation réelle des infrastructures et entreprises énergétiques marocaines, européennes, mais aussi espagnoles, dans l'utilisation des ressources sahraouies. Cela malgré la décision de la Cour européenne de la justice qui a affirmé que les ressources naturelles sahraouies appartiennent au peuple sahraoui. Actualité continentale toujours au Tchad, une nouvelle attaque dans le sud du pays a fait entre 11 et 20 victimes tout près de la frontière centrafricaine. Selon des sources locales, l'attaque a ciblé le village d'Adoum vers les coups de 5 heures du matin. Le 12 mai passé, 17 personnes ont trouvé la mort dans un village situé dans la province de Logon oriental. Pour rappel, N'Djamena est engagé dans une opération militaire conjointe en Centrafrique. Le ministre des Affaires étrangères palestinien a condamné la décision du ministre de l'armée d'occupation de commencer à appliquer la loi en annulant le désengagement des colonies du nord de la Cisjordanie occupée. Pour rappel, cette loi permet aux extrémistes colons sionistes de retourner sur des terres desquelles ils ont été évacués. Les détails avec Souila Kilel. L'application de la loi de désengagement des colonies du nord de la Cisjordanie occupée décidée par l'entité sioniste a fait réagir en Palestine. Cette loi permet désormais aux colons de retourner dans des colonies démantelées en annulant les sanctions pénales imposées en vertu de la loi sur le désengagement à ceux qui entrent ou résident dans ces 4 colonies qui sont situées sur des terres palestiniennes privées. Ce jeudi, le ministère des Affaires étrangères palestinien est monté au créneau. Dans un communiqué, il a dénoncé cette décision en la qualifiant de coloniale, d'expansionniste et raciste, s'inscrivant dans le cadre d'opérations visant à annexer la Cisjordanie et à la noyer dans un vaste périmètre de colonie sioniste. Pour la diplomatie palestinienne, l'occupation sioniste tente de transformer les territoires palestiniens en îlots isolés et dispersés dans une course contre la montre pour anéantir toute possibilité d'incarner l'État palestinien sur le terrain en application du principe de la solution à 2 États. Elle a ajouté que l'absence de volonté internationale de respecter l'application et d'assurer les résolutions des Nations Unies sur la question palestinienne, ainsi que la protection offerte par certains grands pays à la puissance occupante, encourage l'entité sioniste à bafouer le droit international, à se retourner contre les accords signés et à pointer violemment la cause palestinienne pour la liquider et la retirer de l'échelle des préoccupations internationales. Pour rappel, la Knesset a approuvé l'annulation des dispositions de la loi sur le désengagement qui a été approuvée et appliquée en 2005. Cette loi rentrée en vigueur il y a 18 ans stipulait à l'époque le retrait des forces sionistes de la bande de Gaza et le repositionnement sur ses frontières et l'évacuation de 4 colonies établies sur les terres du gouvernorat de Jénine dans le nord de la Cisjordanie.
À l'occasion du sommet G7 au Japon, les autorités japonaises ont renforcé les mesures de sécurité autour de l'événement. Quelques 24 000 membres du personnel de sécurité seront déployés selon les médias locaux à Hiroshima. La sécurité a été renforcée en amont de l'événement avec des patrouilles autour du célèbre parc du Mémorial de la Paix. C'est donc à Hiroshima, à l'ouest du Japon, que les dirigeants du G7 vont se réunir. Un rendez-vous mondial qui coïncide avec une conjoncture internationale exceptionnelle liée au conflit en Ukraine et ses répercussions économiques. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida est arrivé sur place pour ce rendez-vous de 3 jours. Vers le développement d'une route de la soie aérienne entre la Chine et les pays d'Asie centrale. Pékin compte augmenter les vols en provenance et à destination de 5 pays d'Asie centrale dans le but de renforcer la connectivité régionale et les échanges économiques. L'accord sur les céréales ukrainiennes revient au devant de la scène internationale et pour cause, l'entente signée entre les parties arrive à expiration ce jeudi. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné l'importance de cet accord en plein conflit qui dure depuis plus d'une année. Les détails avec Naïla Aït Hamouda. L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire a été reconduit pour 2 mois, bien avant son expiration. L'entente, conclue en juillet dernier sous l'égide d'Ankara et des Nations Unies, arrivait à échéance ce jeudi. Recep Tayyip Erdoğan, le président turc, s'est félicité de cette prolongation. La durée de la dernière prolongation était sur le point de s'achever. Grâce aux efforts de notre pays et au soutien de nos amis russes et ukrainiens, l'accord sur le corridor céréalier de la mer Noire est convenu d'être prolongé de 2 mois. Selon Moscou, ce renouvellement privilégie l'exportation de céréales ukrainiennes. Les engrais et produits alimentaires russes restent quant à eux entravés par les sanctions imposées par les pays occidentaux. La Russie a d'ailleurs menacé à maintes reprises de quitter la table des négociations. Le secrétaire général de l'ONU souligne l'importance de l'accord. Nous avons des développements positifs et significatifs. La confirmation par la Fédération de Russie de la poursuite de sa participation à l'initiative de la mer Noire pour 60 jours supplémentaires. Je salue cette décision. Cette prolongation est une bonne nouvelle pour le monde. Cette prolongation de 60 jours est considérée comme un succès diplomatique pour la Turquie, donnant un crédit supplémentaire au président turc, selon les observateurs. Pour rappel, depuis la signature de cet accord, 30 millions de tonnes de grains ont pu rejoindre les marchés. Une avancée qui renforcera davantage la stature internationale du président turc et renforcera également l'indépendance de la Turquie vis-à-vis de la Russie sur le plan énergétique et économique. Venus de tous les coins du pays, plusieurs milliers d'Argentins ont défilé à Buenos Aires avant de camper près de la présidence en guise d'énième manifestation de ras-le-bol contre une inflation sans précédent. Pour contrer la crise, le gouvernement argentin a annoncé une aide accrue au crédit à la consommation, au risque de saper les autres mesures prises dans le même temps pour tenter de juguler l'inflation, comme la facilitation de certaines importations. Sport football, les sélections de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, le Canada et le Mexique seront basées dans des groupes régionaux lors des premiers tours pour faciliter les déplacements. C'est ce qu'a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. Le numéro 1 de l'organisation a déclaré que cette décision était motivée par l'ampleur de la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Pour la première fois, la prochaine Coupe du Monde comprendra 48 sélections contre 32 auparavant et elle sera organisée entre 3 pays.
Et avant de finir, un mot sur la deuxième demi-finale de la Ligue des champions européenne entre Manchester City et le Real de Madrid. Les Citizens avec une victoire et une qualification, cette fois sans bavure, les Blues de Guardiola avec le score final de 4-0 pour les locaux qui rejoignent ainsi l'Inter de Milan en finale. Rendez-vous donc le 10 juin prochain à Istanbul. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.